Famille, justice, enfance. RLP 102.3, bienvenue dans le numéro 100 de Famille, Justice, Enfance avec Stéphane depuis le Périgord. Alors ce numéro 100 sera aujourd'hui consacré dans ce qui est peut-être le plus grand scandale qui m'ait jamais été donné de voir de toute ma vie dans notre pays et malheureusement dans l'Occident de manière générale, mais nous on va s'intéresser aussi en France. Je veux parler du traitement de l'aide sociale à l'enfance, de la non-intervention, de la non-protection d'enfants qui sont réellement en danger et également de l'irruption de personnes incompétentes et qui ne font pas correctement leur travail auprès d'enfants qui, eux, ne sont pas en danger. C'est absolument scandaleux et il faut le dire et il faut en parler. Nous avons déjà évoqué ce sujet en début d'année avec la conférence sur la francophonie de Lux Média dans laquelle j'étais intervenu. Vous avez Maïté Lonne, la porte-parole d'Innocence en danger Belgique, qui vous a expliqué ici que les enfants victimes étaient effectivement régulièrement mal protégés, quoi que l'on puisse faire et quoi que l'on puisse en dire, ce sont des constats. Maître Hamas vient de nous faire 3 émissions expliquant que en fait le personnel judiciaire et social n'est pas formé correctement et ne connaît pas cette matière et que tout ceci est terrifiant d'incompétence. Nous aurons le témoignage de Madame Sandrine Vold qui ne voit plus sa fille depuis 4 ans dans des conditions absolument déplorables. Elle nous expliquera de manière très précise ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Alors que la loi 15 vient de passer à Québec, alors que Alain Rioux nous en avait expliquer les fondements, c'est la cessation de la primauté biologique sur les droits parentaux et le fait que l'État, les représentants de l'État, très souvent très peu formés, très peu compétents, sur simple demande, peuvent vous extraire les enfants, vous empêcher de les voir. Nous irons donc regarder ce qui se déroule également en Angleterre, puis en Espagne, mais je vous le dis, tout ceci est absolument intolérable. C'est intolérable parce qu'il s'agit de nos têtes blondes, il s'agit de nos enfants et voici en fait ce qui se passe dans nos familles avec des personnes qui n'ont pas de formation, qui ne sont pas compétents pour réellement intervenir. Que tous ceux qui appellent le 911 pour faire des déclarations, que ce soit les écoles, que ce soit les CMP, prennent conscience de là où ils envoient les enfants. Que les parents également cessent de se battre durant les séparations parce que, après, voici également ce qui se passe avec nos enfants. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3 aujourd'hui avec Sandrine Vold que l'on croise beaucoup sur les réseaux sociaux, qui a eu un problème qui correspond à ce dont on vient de vous parler durant plusieurs séries d'émissions par rapport à l'aide sociale à l'enfance. Sandrine, merci d'être revenue. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? Dites-nous rapidement, succinctement. Eh bien, ce qui m'est arrivé, c'est que le 3 juillet 2018, il y a 2 gendarmes et 3 éducatrices qui sont venus brutalement chercher mon enfant et qui l'ont placé à 7 km de chez moi dans un foyer. J'avais 15 jours pour apporter le contradictoire, ce que j'ai fait. Il y a eu des gens du village qui m'ont soutenue. Ils ont créé une association qui s'appelle Pour le bonheur de Marine. Et en fait, je suis arrivée à l'audience et la juge, elle a refusé mon contradictoire. Donc, elle a replacé mon enfant pour 1 an. Et voilà, ce placement, il devait continuer et durer. Et comme ma fille continuait à pleurer, à vouloir rentrer, ils ont fait une suspension qui a duré 13 mois. Et après, ça a été le parcours du combattant pour revoir mon enfant, avoir des droits, en tout cas minimes, puisque j'ai eu le droit de voir ma fille 13h45 en plus de 4 ans de placement. Et je ne l'ai pas revue là depuis le 20 juin 2020. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils sont venus, ils vous ont reproché, me semble-t-il, une fusion. C'est ça, une relation fusionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, l'enfant s'identifie aux parents, le parent s'identifie à l'enfant, soi-disant dans ce qu'ils disent et autres. Est-ce qu'il y a une véritable enquête qui a été faite et est-ce qu'elle a été faite correctement? Alors, il y a eu une éducatrice de l'AEMO du dans le 43 qui est venue avec accompagnée d'une autre éducatrice une seule fois et donc visiblement ça a suffi pour elles ont parlé une demi-heure à peu près avec moi et puis après elles ont pris Marine à part et puis ça a suffi pour faire un rapport en tout cas à charge
et mensonger, puisque on m'a accusé de pas tourner ma fille vers l'extérieur alors qu'elle faisait un cursus musical quand même bien complet, et puis une activité au cirque. Également, on m'a reproché de déscolariser mon enfant, ce qui était totalement faux, puisque elle devait passer en 6e, et donc j'avais bien la fiche d'inscription. Enfin, j'ai apporté toutes les preuves possibles et imaginables pour contredire ce placement, surtout les faux qu'il y avait à l'intérieur. Mais comme la juge a refusé mon contradictoire, de toute façon, voilà. Qu'est-ce qui a fait que ces assistantes sociales soient venues vous voir chez vous? Qu'est-ce qui a déclenché cela? Ce qui a déclenché cela, c'est parce que ma fille, elle allait au CMP, elle avait un problème de relation avec son papa, et ce papa a perdu malheureusement sa maman adoptive, et du coup ça a été un peu compliqué pour lui. Et donc il avait demandé un rapprochement, il voulait que je me rapproche de lui, et pour des raisons un petit peu de relationnel compliquées avec lui, je l'avais pas accepté. En tout cas, il pouvait se rapprocher, et voilà, mais voilà, on avait une relation qui était... Est-ce qu'on peut dire que vous rentrez dans les 60% exposés par Maître Hamas de placements qui ont été générés par un conflit parental? Oui, mais l'excuse est le conflit parental. En tout cas, quand Marine a été prise, il y avait plus de conflit, il y avait plus du tout. Donc c'est pas parti d'un conflit parental, c'est parti d'une relation difficile entre Marine et son papa. Après, signalée par le CMP. Qui est rentré en contact avec l'assistante sociale de secteur, et du coup l'assistante sociale de secteur m'a dit: vous devez faire des choses pour essayer de protéger votre enfant, parce que ce que votre enfant raconte au CMP, c'est assez inquiétant. Donc c'était pas par rapport au conflit parental, c'était plus par rapport à la relation entre Marine et son papa. Moi je cherche à comprendre, parce que je vois le processus, comme il se passe dans les témoignages qui me proviennent, et puis effectivement dans le vôtre. Nous avons une institution, que ce soit l'école ou le CMP, qui fait ce qu'on appelle une information préoccupante. Et là, il y a la CDIP qui envoie 2 enquêtrices qui normalement sont censées, parce que c'est nos enfants, qui sont censés faire un travail extrêmement rigoureux, c'est quand même extrêmement important. Elles vous ont rencontré, vous m'avez dit, une demi-heure en présence de votre enfant? Non. Donc elles vous ont rencontré une demi-heure sans l'enfant. D'accord. Ouais, voilà. Enfin, ma fille était juste dans sa chambre, et après, elles ont pris ma fille à part. Donc, elles sont venues vous voir 30 minutes, elles ont parlé avec l'enfant 30 minutes, et elles ont déposé ensuite un rapport au juge des enfants demandant une extraction et un placement de l'enfant. Voilà. Et dans le rapport, est-ce que vous avez contesté le rapport? Est-ce que le rapport était bien fait, ou est-ce qu'il y avait des choses qui visiblement étaient approximatives ou mensongères? C'était comment? Ah non, mais de toute façon, je n'ai pas eu accès à ce rapport, en fait. On y a. Tu vas au JDE, on consulte le dossier, puis on le voit la veille. En tout cas, j'ai fait la demande au greffier, je n'ai pas eu de réponse pour consulter ce rapport. Donc, d'accord. Même, encore aujourd'hui, je continue à faire des demandes, et je n'ai jamais de rendez-vous pour consulter ce qui est dit sur moi. Donc vous ne pouvez pas avoir accès au dossier au juge des enfants? Je ne reçois aucune réponse pour avoir un rendez-vous pour pouvoir consulter D'accord, effectivement, ça change suivant les juridictions. Alors pour les auditeurs, ici à Périgueux, on téléphone au juge des enfants, on dit: pourrais-je venir demain à 13h consulter mon dossier? On vous dit oui, parce qu'il y a assez peu de demandes, on y va, et on est sur une table avec des agents de sécurité qui vous regardent pour vérifier qu'on fait rien de mal, qu'on ne fait pas de photos et autres, etc. Et on peut regarder et consulter les documents. Mais dans certains tribunaux, visiblement, c'est plus compliqué. Donc là, on a un problème constitutionnel, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de contradictoire et qu'on n'a pas accès aux éléments du jugement. Non. D'accord. Donc vous n'avez pas pu voir en fait ce qui a été écrit. Donc, vous avez fait ça s'était rapidement, le jugement s'est fait rapidement après? C'était 15 jours. Ma fille a été enlevée prise le 3 juillet 2018, et le 18 juillet, on avait une audience, donc 15 jours après, pour essayer de... c'est-à-dire qu'en fait, ils vous ont vu une demi-heure, puis ils sont repartis avec l'enfant? Ah non, donc il y a eu une mesure d'AEMO qui a intervenu par rapport justement au signalement qu'il y avait un problème avec le papa, etc. Il y avait déjà eu une mesure d'AEMO dans la Drôme qui a jamais été mise en place, puisque elle se déplaçait pas les week-ends et les vacances. En tout cas, là, il y avait donc ces éducatrices qui sont venues me voir. Et puis un jour, je reçois un message de l'ASE d'Issingeaux, des gens qui viennent me voir, et donc on n'était pas là, qui laissent un post-it en disant que ils aimeraient me rencontrer pour parler de la situation de Marine. Et donc je les rappelle, j'essaye de les rappeler, je les ai pas. Et en fait, c'est la gendarmerie qui m'appelle en me disant: Madame Boll, on doit venir vous voir tout de suite. Et donc j'ai vu débarquer 2 gendarmes et 3 éducatrices, et donc ils ont pris mon enfant. Combien de temps après le rendez-vous de l'assistante sociale? 2 mois, je pense.
D'accord, ok. Et durant 2 mois, vous n'avez aucune nouvelle à part le post-it sur la porte? Rien du tout. Rien Voilà, du tout. c'est ça. D'accord. J'ai aucune nouvelle. Et est-ce qu'on vous a dit lors de l'entretien ce qu'on vous reprochait? Ah non, pas du tout. Lors de D'accord. l'entretien, quand les éducatrices, Natacha de la MO du Puy, elle vient me voir, elle me pose des questions. Et puis, moi, je réponds aux questions, tout simplement, en fait. Elle s'est bien comportée avec vous? Elle était polie? Elle était... oui. Oui, voilà. D'accord. C'est juste que 2 mois après, vous avez les gendarmes arrivés, puis ils ont pris votre enfant, et depuis, elle est placée, et vous avez beaucoup de mal avec vos liens parentaux, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Alors, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous auriez dû faire? Dans un premier temps, ce que vous avez fait, puis en deuxième, ce qu'il aurait fallu faire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté les preuves. Vraiment, j'avais 50 attestations. Vraiment, j'avais un beau dossier. Et puis j'ai essayé d'appeler. J'ai pris chaque phrase de l'ordonnance et j'ai contredit en apportant aussi une annexe avec toutes les preuves que j'avais. Voilà, tout le soutien aussi que j'avais des plus de 50 attestations. Et après, j'ai continué, j'ai fait appel de la décision et j'ai toujours essayé d'apporter les preuves comme quoi ce qu'on me reprochait, c'était pas possible. Et même souvent, c'était faux, quoi. Donc j'ai fait ça tout le temps. Mais le problème, c'est que plus je me suis plus j'ai essayé de prouver l'incohérence, et plus on m'a fait des suspensions. Donc j'avais plus aucun droit et on m'a bien expliqué, Madame Vol, c'est pas la peine d'essayer de comprendre le placement, mais acceptez-le, parce que si vous l'acceptez pas, on vous redonnera pas de droit, quoi. Donc voilà, mais accepter le placement, moi je leur ai dit, je veux bien accepter quelque chose, mais que je peux comprendre, et en même temps, au moins, on peut travailler ensemble, faire un PPE. J'ai demandé, envoyer des recommandés pour faire un projet personnel pour l'enfant, pour justement justifier à ma fille que moi, je veux avancer, et je veux la voir, et je veux également qu'elle sorte le plus rapidement possible de tout ça, puisque elle faisait que pleurer et crier, comme quoi c'était un cauchemar, etc. Mais j'ai jamais eu accès à ce PPE. On a toujours refusé que je fasse ce PPE avec ma fille. Donc, c'était bien une intention de garder ma fille le plus longtemps possible, et que voilà, plus j'essaierai d'apporter les preuves de toute cette incohérence, plus on m'empêcherait de voir mon enfant, quoi. Ils vous l'ont dit ouvertement, en fait? J'ai toujours été accompagnée de tierces personnes de confiance, puisque cette association pour le bonheur de Marine m'ont toujours accompagnée au rendez-vous, et ont toujours été justement choqués du fait qu'on n'avait vraiment pas envie que j'avance. On ne pouvait pas m'expliquer le placement de ma fille, mais en plus, je n'avancerai pas. Parce que c'est pas possible, parce qu'en Haute-Loire il y avait pas de PPE, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que il y avait toujours un souci de toute façon. Voilà. D'accord. Alors à l'époque, Marine, est-ce qu'elle avait des bons résultats scolaires? Avec moi, elle avait de bons résultats scolaires. Bien sûr, quand elle est arrivée au foyer, ça a été catastrophique, et là, elle est même plus scolarisée. Donc. D'accord. Donc en fait, on avait un enfant qui était suivi par le CMP, qui se plaignait peut-être un petit peu au CMP. Je sais pas, j'ai pas les détails, j'ai pas lu le dossier, mais qui avait des bons résultats scolaires, qui avait des activités extrascolaires. Elle avait des amis? Bien sûr, oui. Donc une vie sociale. Et on va dans un placement, et le placement, on se rend compte qu'après, les études... Elle avait quel âge, vous m'avez dit? 10 ans. Donc elle était en fin de primaire? Oui. Elle est passée en 6e. Elle est passée en 6e, d'accord. Et puis le niveau scolaire s'est écroulé. Et là, actuellement, 4 ans plus tard, elle a 14 ans. Elle est censée être en 4e ou en 3e, là. Et elle n'y est pas, c'est ça? Non, elle est en 3e, et j'ai reçu un courrier de l'Académie de Grenoble comme quoi ma fille n'est pas scolarisée. Voilà. D'accord. Bon, alors, quand c'est comme ça, dites-nous aux auditeurs et autres, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut résister? Comment on peut se protéger de ce genre de choses? En amont, moi je conseille déjà aux gens maintenant de ne plus aller dans ces institutions, de pas aller dans les psychologues des CMP, CMPP, PMI, et puis dès qu'on a un problème avec l'école, il faut vraiment changer d'école, parce que les institutions sont vraiment sollicitées pour faire des signalements. Et après, ce que je conseille, c'est vraiment de se renseigner sur le côté juridique. Moi, je sais que quand on a placé ma fille le 3 juillet 2018, le 18 juillet, il n'y avait pas de greffière, donc j'aurais dû demander un report d'audience. Et il faut vraiment vérifier aussi s'il y a l'avis du ministère public, parce qu'en appel, ça casse le jugement. Donc il faut vraiment essayer de se protéger, de se renseigner,
Et surtout, ces gens ne sont pas à l'écoute. Faut pas leur montrer notre faiblesse. Faut pas pleurer. Faut pas ni s'énerver. Il faut être vraiment factuel. Moi, j'aide les parents aujourd'hui à faire des conclusions et on est vraiment factuel. Donc, il faut demander le PPE tout au long de l'année. Le PPE doit se faire dans les 3 mois du placement. C'est un projet personnel pour l'enfant et c'est ça qui garantit l'évolution de ce placement. Donc, c'est très important et il faut essayer en tout cas de travailler, d'obliger ce PPE. Et si en tout cas on l'a pas, on pourra le mettre à l'audience. Généralement c'est des placements d'1 an et on pourra le mettre en annexe en disant que souvent ils reprochent aux parents de ne pas vouloir travailler. Et faut apporter la preuve comme quoi non, c'est pas les parents qui veulent pas travailler, c'est juste les intervenants qui font pas leur travail correctement et voilà. Il faut aussi aller voir des psychologues et des psychiatres vraiment indépendants à la justice parce qu'on a souvent des expertises psychiatriques demandées par des juges qui sont donc à charge contre les parents et là ça bloque les procédures puisque on peut aller en appel. En appel, ils se baseront sur cette expertise psychiatrique même s'il n'y a pas grand-chose dedans. En tout cas, la moindre petite faiblesse dénoncée dans cette expertise sera la justification du placement de l'enfant. Donc il faut vraiment en amont aller voir des psychiatres, des psychologues, même si on nous accuse pas d'être instable, avant même qu'on nous oblige à y aller parce que la juge des enfants et le JAF, ils n'ont pas de procédure légale. Donc on peut refuser d'aller à une expertise psychiatrique en justifiant bien sûr qu'on est déjà suivi. Et donc dans ces cas-là, on évite de se tirer une balle dans le pied dans les procédures parce qu'après on peut aller en cassation, on peut aller et l'expertise psychiatrique, elle est valable 3 ans à peu près. Donc pendant 3 ans, ils vont se rebaser tout le temps dessus. Donc vraiment, on se tire une balle dans le pied en allant à ces expertises psychiatriques demandées par les juges. D'accord, vous n'avez pas d'expérience où les experts se sont bien comportés et ont fait des expertises qui n'étaient pas à charge. Toutes les expertises auxquelles vous avez été confrontés étaient salissantes, à charge et puis pénalisantes ? Pas tout le temps, mais parfois, quand elle n'est pas à charge, ils redemandent une autre expertise psychiatrique, alors qui sera à charge. Et les parents, ils ont beau apporter la première ou même la dernière qui prouve qu'ils sont bien, la justice prend ce qu'elle a envie de prendre. Voilà. Donc, elle reprendra l'expertise qui lui convient le mieux, en fait. Il faut que ça puisse paraître. D'accord. Donc, voilà. Bon, concrètement, après avoir parlé à Maître Hamas et autres, on a l'impression qu'on n'a aucun recours en fait vers ces gens du conseil départemental et régional, là qui sont en fait des employés du département, qui lorsqu'ils écrivent déjà quand ils nous donnent les informations, parce qu'ils ne respectent pas le contradictoire, lorsqu'ils font des enquêtes où il y a des choses qui ne sont pas vraies dedans, on a l'impression qu'on n'a absolument aucun recours. C'est vrai, vous avez trouvé, vous, des recours depuis les 4 ans que vous travaillez sur ce sujet ? Eh bien, les seuls recours, c'est ce que je viens de vous dire aussi, je voulais rajouter, c'est très important de faire signifier ces conclusions par un huissier, parce que souvent, les juges des enfants font comme si ça n'existait pas, mais c'est très important d'y faire signifier. Quand c'est signifié par un huissier, ils sont obligés d'y mettre dedans, et quand on va à la cour d'appel, forcément, nos conclusions y sont. Donc, on a un peu plus de chance à la cour d'appel de pouvoir, D'accord, en tout vous cas, avez constaté que des éléments communiqués au dossier ne figuraient pas dans le dossier du juge des enfants. C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Mais bien sûr, si on les fait pas signifier par huissier, ils écartent les pièces comme ils ont envie, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est très important de les faire signifier. En plus, on montre à la justice qu'on sait comment la justice fonctionne. Donc là, en général, les juges, ils se disent on est tombé sur quelqu'un qui a l'air de s'y connaître un petit peu. Donc ils préfèrent les parents qui s'y connaissent rien, qui pleurent et qui crient et qui au secours et qui ne savent pas se défendre, puisqu'au moins ils pourront faire ce qu'ils veulent avec eux. Ils n'auront pas besoin de mettre de greffier, etc. Et puis on pourra placer leurs enfants et des renouvellements. Donc moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il faut plus on essaye quand même de faire les choses intelligemment et correctement, et plus on arrive à avoir des résultats. En tout cas. Voilà, moi j'aide des parents et j'ai des résultats qui sont où j'ai pris mes erreurs et je me suis renseignée et puis on a mis des choses en place et ça fonctionne un peu plus quand même. D'accord. Alors juste pour information, Madame Voll, en 4 ans, vous en êtes à combien en frais de procédure ? Moi je suis passée 4 fois devant la juge des enfants et 4 fois devant la cour d'appel. Je suis jamais allée en cassation. Pour un manque de moyens. Il n'y a pas de JAF, il n'y a pas d'audition ?
Il y a deux JAF aussi. D'accord. Et en frais d'avocat, parce que on n'hésite pas. Moi, j'ai des gens qui sont montés à 45 000, 50 000. Hein. Vous êtes monté à combien, vous? Non, moi, en frais d'avocat, je suis à 3 000, mais alors en frais de recommandé, voilà, je suis à 2 000 à peu près en frais de recommandé. Parce que j'ai écrit aux politiques, j'ai écrit... Pour 4 JDE, 2 appels et 2 JAF, vous êtes à 3 000 € de frais d'avocat? D'accord. Oui, parce qu'après, j'ai décidé de me défendre toute seule, parce que j'avais aucun résultat. Toute seule. D'accord. Ouais, oui. Exactement. Parce que de toute façon, en plus, j'ai bien compris que, particulièrement, aujourd'hui, je suis encore attaquée, donc j'ai une citation directe au Puy-en-Velay par l'association Le Foyer qui avait ma fille pendant 2 ans, et j'ai bien compris que aujourd'hui on voulait me faire taire. Donc de toute façon, je dérange, je rassemble et je dénonce un système que personne ne veut entendre parler. Donc forcément, voilà, aujourd'hui, la décision de toute façon du mois d'octobre, c'est ça, c'est que tant que je critiquerai la justice et la protection de l'enfance, je n'aurai aucun droit avec mon enfant. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a une dernière chose à dire en conclusion? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ce que je voudrais rajouter, c'est que par contre, voilà, pour essayer de faire des choses, on peut pas porter plainte contre l'ASE parce que l'ASE n'a pas d'identité juridique, donc il faut porter plainte contre la présidente départementale. Et bien évidemment, souvent c'est classé sans suite, mais en tout cas, je conseille aux parents... Moi, j'ai des cas de plainte pour faux en écriture publique contre l'assistante sociale directement. Hein. Contre l'assistante sociale, mais en faux, ouais. Alors là, moi en tout cas, j'ai pas d'exemple comme ça. D'accord, ok. Alors c'est vrai que pour porter plainte pour faux en écriture publique, il faut avoir accès au moins au rapport, il faut réussir à le lire. Et pour ça, il faut réussir à avoir accès au dossier du juge des enfants. On peut pas y aller avec un huissier, on peut prendre des notes, on peut dire à l'audience, au greffe, je m'inscris en faux pour que le greffe le marque dans les notes d'audience et dans le jugement, et à partir de là, on porte plainte pour faux en écriture publique en disant « c'est indiqué sur le jugement, la pièce est accessible là-bas ». Et une institution tierce peut aller la chercher. Mais pour ça, déjà au départ, il faut aller voir les faux éléments qui sont marqués dessus. Je connais pas cette procédure honnêtement. J'en ai entendu parler, mais je sais qu'il y a Hélène Lombard, une maman qui en a fait beaucoup et qui a très très peu de résultats, et elle dit que c'est beaucoup de travail. Et, après, elle conseille quand même de le faire, mais... Voilà. On le fait parce qu'on se dit qu'autrement on ne regretterait pas l'avoir fait, mais on va être honnête, plus on se bat, on se demande jusqu'où il faut se battre sans endommager éventuellement les chances qu'on a. C'est une question qu'on se pose toujours. Hein. Tout à fait. Très bien. Madame Vol, merci beaucoup. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Voilà, et ne croyez pas qu'il s'agit ici d'un cas isolé, car via l'association et les retours d'informations que nous avons, écoutez, malheureusement, il y a un certain nombre de cas extrêmement compliqués et extrêmement intolérables. Alors, chez nous c'est ainsi, mais voici par exemple en Angleterre, et puis après nous ferons l'Espagne, afin de se rendre compte que le traitement de nos enfants en Occident est déficient. À l'aube d'une triste journée de février, 2 Anglaises s'enfuient de leur pays pour trouver refuge en France. Jane accompagne sa fille Bethany enceinte de 8 mois. Les autorités l'ont menacée de lui prendre son premier bébé dès sa naissance. Je ne veux pas retourner en Grande-Bretagne. Ce n'est pas sûr ici, non. Les services sociaux veulent me prendre mon bébé. Alors c'est le seul choix que j'ai si je veux devenir mère. Ils ne donnent aucune explication. Ils viennent juste nous dire, nous prenons le bébé. Nous allons placer votre bébé dans une famille d'accueil parce que nous avons des doutes sur de la possible maltraitance. De la possible maltraitance dans le futur. En Angleterre, une loi permet de suspecter les futurs parents de futures maltraitances. Coupables d'être de mauvais parents avant d'être parents. La suspicion se porte sur les parents les plus pauvres. Ces interventions où les enfants sont retirés avant que le préjudice ne soit causé n'ont pour effet que de blâmer les pauvres pour leur seule pauvreté. Colin et Claire auraient dû prendre au sérieux la menace de cette sanction sociale. Les services sociaux leur ont enlevé leur premier enfant à la maternité. On nous a dit que nous allions perdre notre fille dès qu'elle allait naître. Pour eux, Claire était une cible facile. Le bébé de Colin et Claire a très vite été adopté. Il ne reviendra jamais. Mark et Nikki ont aussi perdu leurs enfants. Accusés de les frapper, ils ont pourtant été innocentés. Les fractures de leur cadet étaient en réalité causées par une maladie des os. Nous savions qu'il était malade. Nous l'avions d'ailleurs amené à l'hôpital pour cela.
Nikki a mentionné le fait que dans la famille, nous avions des os fragiles. Et ils ont immédiatement rejeté cette possibilité. Ils brisent abusivement des familles. Ils veulent atteindre des objectifs insensés que le gouvernement leur a fixés. À partir de l'an 2000, toutes les autorités chargées des services de l'enfance ont reçu l'ordre d'augmenter le nombre des adoptions autant que possible, par tous les moyens possibles. Et il y a clairement des cas où des travailleurs sociaux ont fabriqué des preuves dans le but de trouver des enfants à adopter. Aujourd'hui, plus de 2 millions d'enfants sont fichés par les services sociaux anglais. Dans les autres pays, les gens ne croient pas que ces choses-là se passent en Angleterre. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Nouveau numéro de Reporter sur France 24. Direction l'Espagne où les méthodes de l'administration en charge de l'aide à l'enfance sont très critiquées. Aujourd'hui, 50 000 enfants sont sous tutelle de l'État espagnol. C'est 5 fois plus qu'en France. La différence, c'est qu'en France, seul un juge a le pouvoir de retirer un enfant à ses parents. En Espagne, la décision repose uniquement sur des dossiers élaborés et validés par des travailleurs sociaux qui suivent souvent un principe de précaution. Bref, une administration toute puissante qui peut détruire des familles. L'autre particularité espagnole est que 80% des centres d'accueil pour mineurs sont privés et font l'objet actuellement d'enquêtes administratives suite à de nombreux scandales. À Majorque, par exemple, 16 jeunes filles mineures hébergées faisaient partie d'un réseau de prostitution, un cas loin d'être isolé. Placement d'enfants, un scandale espagnol. Voici l'enquête signée Anaïs Guérard et Laura Cambeau pour France 24. C'est un crime. M'enlever mon fils sans juge, sans justice, sans avoir rien à me reprocher. Je ne l'ai plus jamais revu. Voilà. L'administration est un monstre qui prend des décisions et ne revient jamais dessus. En janvier, il y avait 50 000 enfants sous la tutelle de l'État espagnol. Il y a 7 ans, Maria était une jeune mère de famille lorsque son cauchemar a commencé. J'attends sur le trottoir que les enfants sortent de l'école, mais mon fils n'arrive pas. Les grilles se ferment et je me dis, comment se fait-il que mon fils ne soit pas là? Où est mon fils? Tout le monde m'évitait, personne ne me répondait, personne ne me donnait d'explication. Commissariat et école la laissent sans réponse. Au bout de 4 ou 5 jours, ils m'ont dit que mon enfant avait été retiré par l'État, par la Dgaia. En Catalogne, la Dgaia est une institution, l'équivalent de l'aide sociale à l'enfance en France. Elle a le pouvoir de retirer seule la tutelle parentale, parfois par simple précaution. Le fils de Maria lui a été enlevé quand elle était en plein divorce avec son ex-mari, une situation familiale jugée instable par l'administration. En Espagne, c'est très moderne. Si tu divorces, tu es dans le viseur des services sociaux. C'est un motif pour que l'on te retire ton fils. J'ai vu des rapports avec un biais, une subjectivité importante. J'ai vu des rapports mentionnant « Nous ne pouvons pas être certains que cette femme n'a pas de problème d'alcool ». Eh bien, si tu ne le sais pas, tu ne le mets pas. Comme Maria, seuls 9% des parents réussissent à faire sortir leurs enfants d'un centre pour mineurs. En Espagne, des affaires autour de ces centres secouent plusieurs régions. En janvier 2020, un scandale éclate à Majorque, la plus grande île des Baléares, où se trouvent une trentaine de centres pour mineurs. Plusieurs journalistes publient les résultats d'une enquête accablante. Selon leur enquête, au moins une centaine de mineurs sous tutelle se prostituent. Les éducateurs des centres d'accueil sont dépassés, comme en témoigne Claudia. À tout juste 18 ans, elle a vécu dans 5 centres de Palma avant d'atteindre la majorité. Ils traitent les enfants comme s'ils étaient responsables de ce qui leur est arrivé. La grande majorité des éducateurs ne sont pas préparés aux enfants à problème, donc à la plupart des enfants qui entrent dans les centres. Mais je ne souhaiterais à aucun enfant qui vit dans sa famille, même si celle-ci le traite mal, qu'il entre dans un centre. Jamais. À Majorque,
tous les centres d'accueil sont gérés par des organismes privés, sous contrat avec la région. Dans cet établissement, à l'allure de centre de détention, des cas d'abus sexuels ont été dénoncés par Alfonso. Malgré des milliers de recours en justice, l'Espagne n'envisage pas de changer le fonctionnement du système. Francisco et Annabelle ne reverront pas leur fille avant sa majorité.